Philippe Corcuff est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre antenne et vous êtes au micro de Fabienne Lissac. Rebonjour Fabienne. Oui, merci Margot. Nous sommes avec un professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon. Bonjour Philippe Corcuff. Bonjour. Et je me réfère au livre La Grande Confusion que vous avez publié aux éditions textuelles et à travers une cartographie très précise, référencée, exhaustive des débats idéologiques actuels. Et vous montrez comment l'extrême droite parvient à imposer ses haines et ses obsessions au cœur du débat public. Alors, certes, un livre, je crois, publié en 2021, mais en passant en revue, vous avez décortiqué les propos d'Éric Zemmour à Frédéric Lordon, en passant par Michel Onfray, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et j'en passe, on se rend compte que notre époque est traversée par des vents violents. Hein. Oui, il y a un dérèglement d'une certaine façon des repères qui s'étaient stabilisés autour du clivage gauche-droite. Au XXe siècle, ça a largement dominé la façon de se représenter la vie politique en France et dans le monde. Et aujourd'hui, ce clivage est en recul. Et à la place de ça, il se développe ce que j'ai appelé confusionnisme, c'est-à-dire des mélanges entre des discours d'extrême droite, de droite et de gauche. Et il y a plusieurs phénomènes que vous avez analysés et tout porte à croire qu'il y a une accélération formidable, sans parler de la dissolution surprise. Vous pouvez nous parler de ces tendances qui se sont accélérées, que vous aviez décelées? Oui, il y a d'abord l'affaiblissement de la frontière symbolique avec l'extrême droite, qui est lié au mouvement de banalisation qu'on a connu du Rassemblement national, mais aussi depuis 2017 des difficultés à se reporter sur le candidat face au Rassemblement national au deuxième tour. Ça a d'abord été le cas des ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour de 2017 pour se reporter sur Emmanuel Macron. Ça s'est renouvelé d'une certaine façon en 2022. Oui. Et là, ça a touché aussi la droite qui a eu, pour certains des leaders de droite, n'ont pas voulu choisir entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national. Oui. Donc, peu à peu, cette frontière symbolique qui avait fonctionné à fond, par exemple, en 2002, quand Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé face à Jacques Chirac, fonctionnait de moins en moins. Pendant des années, a perduré un système bipolarisé, la gauche, la droite, une représentation bipolaire. C'est le XXe siècle, c'est révolu. Est-ce que on va vers quoi? On va vers quel système? Pour l'instant, c'est un dérèglement. C'est pour ça que j'ai parlé de confusionnisme. Il n'est pas impossible que l'opposition gauche-droite revienne, mais pour l'instant, on a une extrême droite puissante, une droite qui est aspirée par l'extrême droite, des dérèglements à gauche aussi, le développement de formes de nationalisme contre l'Europe, contre le monde en général. On a des secteurs de la gauche qui sont affectés par la diabolisation des musulmans dans l'espace public. Ouais. Et on a des secteurs dans la gauche radicale qui participent à des formes d'antisémitisme. Ouais. Donc on a vraiment des choses qui sont déréglées dans tous les morceaux. C'est pas la question des extrêmes parce que c'est transversal en l'ensemble de l'espace politique. Et pour l'instant, on voit pas ce qui pourrait recomposer, disons, autour de repères clairs l'espace politique. La stratégie d'Emmanuel Macron de fonder un centre, de faire se rejoindre la gauche et la droite, au stade où on en est aujourd'hui, c'est un état d'échec, un aveu d'échec que l'on peut consacrer. Est-ce que effectivement ce clivage gauche-droite,
il avait du bon, il permettait finalement une certaine clarification, le mot-clé de ces dernières semaines? Il donnait une boussole, pas forcément manichéenne, puisque après on avait différentes composantes de la gauche, de la droite, des débats transversaux. Tout le monde n'était pas d'accord sur tous les problèmes, mais ça donnait une sorte de boussole globale. Et cette boussole est en train d'être perdue. Le en même temps d'Emmanuel Macron a pu fonctionner au tout début. Mais très vite, Emmanuel Macron, notamment à partir de la crise des Gilets jaunes en 2018, c'était plus et droite et gauche, mais et droite et droite. On a eu un déplacement de son discours vers les questions identitaires et on a été jusqu'à une vote de loi dit sur le séparatisme, puis une loi sur l'immigration qui a emprunté à des thèmes du Rassemblement national. Donc lui-même ne s'est pas tenu à cette position. Et donc cette position de et droite et gauche existe de moins en moins et on a vu qu'elle a moins en moins de force à la suite, disons, des élections européennes et du premier tour des élections législatives. Cette hybridation, elle touche ses limites, hein, alors que, on le rappelle, cette conception de la gauche, de la droite, ça datait de loin, ça remonte à 1789. À la Révolution française. Oui, c'est la partition dans l'Assemblée constituante en 1789 qui va faire la partition dans le rapport, dans le positionnement par rapport au roi, qui va faire le gauche-droite. Et puis ça va circuler au cours du 19e siècle. Il va y avoir l'invention du socialisme au 19e siècle, etc. Et disons, il va vraiment dominer l'espace politique, ce clivage pendant tout le 20e siècle. Avec un effet international d'ailleurs, parce que c'est une des exportations de la pensée française et de la politique française, puisque ça a marché dans beaucoup d'autres pays du monde. Hein. Petite analyse de Jean-Luc Mélenchon, si vous le permettez. Dans votre livre, j'ai vu cette phrase, Jean-Luc Mélenchon trumpisé. Il se croyait gagner. Le second tour n'est pas encore passé, mais il se dit que finalement ses espoirs d'arriver au pouvoir pourraient être compromis. Peut-être ces espoirs de chaos seront-ils réalisés? Quelle est votre analyse? Jean-Luc Mélenchon a essayé d'occuper un espace à gauche en essayant de mettre de côté le clivage gauche-droite et en développant de plus en plus le clivage populiste peuple-élite. C'est pourquoi, et d'ailleurs, au moment de l'élection de Donald Trump, il a considéré qu'il y avait des éléments positifs dans Donald Trump, ce qu'on a oublié aujourd'hui. Bon, cette stratégie d'occuper une place centrale à gauche, finalement, a eu des difficultés avec le fait que Raphaël Glucksmann a permis de ramener le pôle autour du Parti socialiste devant lui. Donc, il y a eu une forme de rééquilibrage. Et donc, il reste toujours en lice avec l'idée d'être le candidat de la gauche pour la prochaine présidentielle. Mais, disons, il a des difficultés, disons, par rapport à ça. Il a à la fois besoin d'une unité de la gauche et en même temps, il est fortement tenté par la division. Dans un premier temps, il l'a fait en faisant une purge à l'intérieur de la France insoumise, en ne retenant pas comme candidat aux législatives les gens qui étaient critiques à son égard au sein de ce mouvement. Oui, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Dominique Simonet. Question sur ces nombreux dérapages antisémites. C'est devenu un axe de sa stratégie qui se décline également sur un discours antisioniste, très souvent. Il y a deux choses chez Jean-Luc Mélenchon. Il y a depuis plusieurs années des ambiguïtés, des dérapages antisémites qui ne sont pas liés à la question de l'État d'Israël. Hein, c'est quand il a mis en cause, par exemple, Éric Zemmour sur le judaïsme en général, des polémiques qu'il a eues avec le CRIF où on a eu des formulations assez ambiguës. Donc il y a ce fil-là. Et puis, il y a la question depuis le 7 octobre du rapport à Israël, à Gaza, au Hamas. Bon,
Et là, c'est plus tout à fait pareil, à mon avis. Ce qu'a contribué pour des raisons, disons, sans doute électoralistes, Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire la campagne des européennes autour du soutien à la Palestine. Oui. Et ce faisant, sans d'ailleurs lui-même utiliser le terme sioniste ou antisioniste, lui-même ne l'utilise pas, il a contribué avec d'autres, avec une partie de la France insoumise, une partie, hein, c'est pas tous les députés, c'est finalement quelques noms, une minorité finalement, mais ceux qu'on a le plus entendus dans l'espace public, ils ont contribué avec d'autres choses qui se passaient dans la société, dans les mobilisations étudiantes et ailleurs. Il a contribué à diaboliser le référent sioniste, qui d'ailleurs, pour beaucoup de gens qui l'utilisent, sioniste et antisioniste, ne savent pas très bien ce que ça signifie. Mais ça a servi quand même d'opérateur de passage où ça a, d'une certaine façon, légitimé des passages de la critique de l'État d'Israël à des actes antisémites. Ce sont deux éléments différents. La continuité de dérapage et d'ambiguïté antisémite de Jean-Luc Mélenchon, qui ne concerne pas forcément l'État d'Israël, et puis une politique, et qui sans doute ces stéréotypes ou ces préjugés ne sont pas nécessairement conscients ou intentionnels chez Jean-Luc Mélenchon, comme souvent les formes xénophobes, sexistes, homophobes, elles sont pas nécessairement conscientes ou intentionnelles. Et puis il y a la dimension plus tactique, là intentionnelle et consciente de faire la campagne des européennes sur la Palestine. Et comme vous avez cité la diabolisation du sionisme, petite précision, hein, le sionisme renvoie à Sion, une fameuse colline de Jérusalem qui n'est rien d'autre que la manifestation du peuple juif à vouloir disposer, comme tous les autres ensembles humains, d'un État qui lui soit propre, État qui fut, il y a des milliers d'années, détruit et qui a miraculeusement réussi en 1948 à renaître de ses cendres. Un mot très simple, donc, qui, au fil des ans, a été dénaturé par de mauvais esprits, comme vous le disiez. Sait-on, je reviens au vote pour LFI, pour qui votent les musulmans? Vous avez des informations, vous qui avez étudié la cartographie des mouvements politiques? Lors de l'élection de 2022, au premier tour, environ 69% des musulmans pratiquants ont voté pour LFI. Donc c'est un des rares éléments de lien direct entre le vote pour une organisation et une pratique religieuse. Hein. Avant, on avait des liens comme ça entre la pratique du catholicisme et un enracinement à droite, etc. Bon, ces choses-là sont devenues plus éclatées, et donc c'est un des rares éléments. Donc c'est sans doute pour cette raison que l'élection européenne était difficile pour Jean-Luc Mélenchon. Et ayant la perspective de la présidentielle, il a voulu faire la campagne sur un thème qui avait plus de familiarité avec l'électorat musulman, plus de sensibilité. Ouais. Philippe Corcu, on revient au Rassemblement national. Il y a quelques mois, on pouvait penser qu'Alain Soral, fermement négationniste, plusieurs fois condamné pour des propos antisémites, était passer au second plan. Est-ce qu'avec cette montée en puissance du Rassemblement national, il faut s'attendre au retour d'Alain Soral? Alain Soral n'a pas disparu. Il a travaillé beaucoup les années 2000 et 2010 avec un travail de bricolage idéologique où il a mêlé l'antijudaïsme chrétien, l'antisémitisme anticapitaliste et l'antisémitisme antisioniste. Il est, disons, dans ce bricolage idéologique que j'analyse dans mon livre. Or, ça a beaucoup essaimé, même si lui est moins présent. Par exemple, dans toute la sphère des youtubeurs d'extrême droite, Papacito, etc., il s'est fortement marqué par ces formes, hein, particulière. Alain Soral a été membre du comité central du Front National à une époque. Il avait quitté, puisque sa stratégie était différente de celle qui va peu à peu devenir celle de Marine Le Pen, c'est-à-dire il voulait en fait une alliance entre les catholiques intégristes
et ce qu'il appelait les musulmans patriotes sur la base d'un antisémitisme. Le discours du Rassemblement national aujourd'hui, qui s'exprime par la bouche notamment de Jordan Bardella, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous retenez comme curseur par rapport à tous ces mouvements et les origines du Front National? Le Rassemblement national avait un problème de plafond de verre, comme on disait, et dans ce plafond de verre, la question de l'antisémitisme était très importante. Bon, et donc la banalisation et l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, il devait y avoir, disons, un travail symbolique autour de cette question. Et donc, il y a une évolution du discours des dirigeants. Reste que la structure du Rassemblement national, son histoire, l'a fait naître dans une idéologie antisémite avec des figures de l'antisémitisme, hein, notamment de la collaboration. Ça a été le cas évidemment de son chef jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Donc ces éléments n'ont pas disparu parce qu'on le voit un peu partout aujourd'hui dans les enquêtes qui sont faites sur les candidats du Rassemblement national. Il y a beaucoup d'antisémitisme ou de passés antisémites qui sont là. Donc on n'a pas effacé, on a un peu mis ça sous le chapeau. Pour moi, il y a deux choses différentes. C'est pour ça que je mets pas sur le même plan les deux choses. Oui. J'ai parlé tout à l'heure d'un antisémitisme ou de stéréotypes antisémites qu'on trouve dans le discours de Jean-Luc Mélenchon depuis un certain nombre d'années, qui sont sans doute non conscients, non intentionnels. Et on a un parti politique qui est né dans une idéologie antisémite systématique. Pour moi, ce sont deux choses différentes qui ne me permettaient pas de tout à fait symétriser les deux problèmes.